Alors, nous savons tous plus ou moins à peu près comment fonctionne une courbe. Une courbe, c'est la représentation graphique du comportement d'un paramètre en fonction d'un autre paramètre. Donc, l'allure de cette courbe nous donne beaucoup d'informations. En général, on place sur cet axe-là, qu'on appelle l'axe des abscisses, on place les valeurs d'entrée, c'est-à-dire, dans le cas d'une caméra, toutes les valeurs de lumière qui vont du noir jusqu'au blanc. Et on va mesurer, point par point, au fur et à mesure que l'on éclaire, eh bien, comment réagit la tension de sortie à l'époque du début de la télévision, le courant électrique que l'on recueillait à la sortie du tube. Alors, ces valeurs sont linéaires, c'est-à-dire qu'elles vont de 0 à 100%, de 0 à 100% dans les deux axes. Donc, lorsque un système est linéaire, sa courbe se traduit par une droite inclinée de cette manière-là, et elle nous apprend que les variations d'entrée sont reproduites à l'identique en sortie. Le système est donc transparent puisqu'il représente des variations égales en entrée, en sortie. Pour toute variation de l'entrée, on aura les mêmes variations en sortie. Lorsqu'on applique ça en télévision, on va donc mesurer le signal de sortie de différentes manières. Donc au commencement de la télévision, on mesurait en valeur électrique. On allait de 0 pour le signal électrique minimum jusqu'à 1 volt. Il fallait en aucun cas dépasser le 1 volt. En fait, c'était de 0 à 700 millivolts et l'ensemble faisait 1 volt. Lorsque on est passé à des valeurs électriques variables, différentes, on s'est rendu compte que cette valeur électrique n'était pas très intéressante, donc on a plutôt représenté le signal sous la forme de valeurs relatives, avec un 100% et un 0%. Lorsqu'on est passé en numérique, on aura des valeurs qui iront en 8 bits de 0 à 255 niveaux, et en 10 bits de 0 à 1023 niveaux différents. Donc une échelle plus fine en 10 bits qu'en 8 bits. Il peut être intéressant de ne pas représenter en abscisse la variation du signal sous une forme linéaire, car la différence de niveau entre les basses lumières et les hautes lumières peut être très importante. Entre un noir et un blanc très très lumineux, il y a peut-être une échelle très étendue, donc on va peut-être avoir intérêt à représenter les valeurs du signal rentrant sous une autre forme, une forme dite logarithmique. Qu'est-ce qu'une représentation logarithmique? C'est représenter le même comportement, mais avec une allure de courbe forcément différente, puisque en abscisse, ce n'est pas une valeur croissante continue, mais une valeur qui ira du double en double en double, donc à chaque fois 2 fois plus de lumière, ce qui correspond finalement à quelque chose de très utile, c'est l'ouverture d'un diaphragme, puis d'un autre diaphragme, puis d'un autre diaphragme. Et vous savez bien que dès qu'on ouvre d'un diaph sur l'objectif d'une caméra, eh bien, on fait rentrer 2 fois plus de lumière. C'est la notion même de diaph. On a souvent aussi cette représentation qui part de la sensibilité nominale de la caméra et sur laquelle on retrouve la valeur de ce qu'on appelle le gris moyen. Le gris moyen est une référence, qui est une valeur de gris qui est comprise par notre œil comme étant une valeur moyenne, même si elle ne l'est pas parce que la réponse de notre œil n'est pas linéaire, mais qui correspond à une valeur de 18%. Donc 18% de gris correspond à 18% de niveau en sortie lorsqu'on est en linéaire. De la même manière, quand je reviens sous l'autre forme de représentation, avec une variation croissante de luminosité, lorsque j'ai 18% de signal en entrée, je n'ai que 18% de signal en sortie. Donc la réponse est linéaire. Donc on pourrait se satisfaire de ça, sauf qu'au début de la télévision, on a un problème, car ce qui se passe, c'est que quand on filme une lumière de gris, eh bien on se rend compte que rapidement, la réponse n'est pas un beau dégradé qui va du noir au blanc, comme on serait censé le croire. Pourquoi? Ça vient du fait que les écrans à tube, au début de la télévision, donc, n'ont pas une réponse linéaire. C'est-à-dire que le canon à électrons nécessite une quantité d'énergie électrique importante avant de dégager la quantité de lumière nécessaire à l'affichage de l'image. Donc, il y a une réponse qui n'est pas linéaire. Afin de compenser ce défaut de fonctionnement des tubes,
tous les ingénieurs, les fabricants des caméras, ont introduit dans les caméras une amplification de cette zone-là, de manière à compenser le fait que le tube ne la reproduisait pas fidèlement. On a créé ce qu'on appelle une amplification de cette zone-là. Donc en donnant une courbe à cette droite, en l'incurvant légèrement, et lorsqu'une courbe ainsi est droite, on dit que le gamma est de 1. Lorsqu'elle commence à être un petit peu incurvée, ce qui va être le cas lorsqu'on va passer en vidéo, eh bien on va l'incurver, c'est-à-dire amplifier. Vous voyez ce qui s'est passé, ces valeurs de noir sont devenues beaucoup plus grises, plus proches de la réalité en fait. Et donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on applique un gamma de 2,2 pour compenser les défauts des écrans. Les valeurs de noir restent à peu près les mêmes et les valeurs de blanc restent à peu près les mêmes. La norme, au fur et à mesure des années, a évolué. On est passé d'un gamma de 2,2 à un gamma de 2,4. Donc vous voyez qu'il y a une légère différence. Et à l'époque, tout cela marchait à peu près bien. Vous voyez, là c'est une réponse linéaire, là c'est une réponse avec la compensation de gamma. Et puis à un moment donné, le 100% de lumière, eh bien, on pouvait aller beaucoup plus loin parce que les tubes ont été remplacés par des capteurs qui encaissent des quantités de lumière beaucoup plus importantes. Or, avec le système existant à l'époque, on ne pouvait pas reproduire des lumières supérieures à 100%. Alors il a fallu s'adapter. La première adaptation a consisté à tricher un petit peu, et au lieu d'avoir cette limite de 100%, qui est une limite électrique, eh bien on voulait aller au-delà, puisque le capteur était capable d'encaisser une quantité de lumière beaucoup plus importante. On a vu apparaître bien ce qu'on appelle la courbe de gamma qu'il y a dans la norme Rec 709. Cette courbe de gamma dans la norme Rec 709, vous voyez qu'elle nous permet, de la même manière, d'encaisser des valeurs qui vont jusqu'à 200%. 200%, on arrive à la valeur critique nominale de 100%, car on n'a pas le droit d'aller au-dessus. C'était bien, c'est toujours bien, c'est ce qu'on utilise actuellement comme courbe de contraste, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui est à peu près correct, même si on voit que dans les hautes lumières, on a encore un problème qu'on va ressentir lorsqu'on va filmer une image qui a du contraste. Par exemple, quelqu'un en contre-jour sur un fond, vous voyez que les hautes lumières sont brûlé, saturé, le personnage est à peu près correctement éclairé, le gris moyen est correctement représenté et cette zone est à peu près correcte. Mais effectivement, on a une limite supérieure qui est due au fait que les capteurs, quand bien même ils reçoivent réellement une information plus importante, eh bien électriquement, on n'a pas été capable de la coder puisqu'on arrivait au plafond de codage. Alors qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Il y a eu un ingénieur de chez Sony qui s'appelle Christian Mourier, qui a travaillé avec Fabien Pisano et qui a mis au point ce qu'on appelle des courbes de hypergamma. Alors qu'est-ce que c'est que les courbes hypergamma? Eh bien il y en a 8 des courbes hypergamma, la première HG1 et la dernière HG8. Alors, en fonction de la scène que l'on a filmée, selon qu'on est en contre-jour ou pas, on va pouvoir choisir une courbe qui nous permet d'aller, et c'est inscrit dans le nom de chacun de ces courbes, qui nous permet d'encaisser une dynamique jusqu'à 325%, ici, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 325%, sans écréter, ou plus avec la courbe, les courbes qui vont être marquées ici, 460%, ou 800%, vous voyez qu'une courbe à 800%, eh bien, elle nous permet d'aller jusqu'à 800% dans la mesure où j'accepte un dépassement de 100%. Alors, il y a deux courbes, les courbes de 800% qui vont jusqu'à 109%. C'est marqué ici 9, le petit 9 indique qu'on va jusqu'à 109%. Et si on veut limiter à 100%, ce qui est la norme de la télévision en diffusion, en tout cas, on ne doit pas dépasser la valeur de 100%, eh bien on va choisir une courbe qui a un petit 0 ici, donc 800% de dynamique et 100% de signal en sortie. Alors si je choisis celle-là, vous voyez que je ne dépasse pas, arrivé à 800%, j'ai pu donc voilà, faire apparaître beaucoup d'informations dans notre lumière. Donc bravo les ingénieurs qui ont mis au point déjà un traitement de la caméra qui permet de conserver, sans détériorer l'image, eh bien, toute la dynamique que le capteur était capable de nous donner. Alors, quand on veut aller plus loin, car les capteurs d'aujourd'hui sont capables d'encaisser des dynamiques nettement supérieures, avec des lumières encore nettement supérieures, surtout à l'heure du HDR, à la plage de dynamique étendue. Alors pour pouvoir reproduire cette dynamique étendue que les capteurs d'aujourd'hui sont capables d'encaisser, tout en restant dans la limite acceptable par le codage numérique, eh bien,
les fabricants, les constructeurs, introduisent des courbes log qui sont de plusieurs types. Alors chaque constructeur propose sa solution. Chez Sony, on a 3 types de courbes log: S-log, S-log2, S-log3. La première courbe, S-log, est une courbe qui a déjà tiré profit d'une grande partie de la dynamique supérieure qu'on pouvait déjà encaisser. La deuxième, bien sûr, va plus loin. Et la troisième va encore plus loin. Donc l'intérêt d'utiliser la courbe S-log3, et vous voyez l'image au fur et à mesure devient de moins en moins contrastée, c'est de pouvoir conserver au moment de l'enregistrement, sans l'écrêter, l'ensemble des valeurs qui correspondent aux hautes lumières dans l'image. Il est évident que ces images, du fait de leur faible contraste, nécessiteront un étalonnage ultérieur pour renforcer le contraste, selon le souhait du chef opérateur, du réalisateur et de l'étalonneur. Et on pourra donc de ce fait profiter de toute la dynamique que l'on a enregistrée sans écrêtement et retravailler l'image de manière à lui donner le contraste satisfaisant. Si nous revenons maintenant sur la reproduction de notre dégradé qui va d'un vrai noir à un vrai blanc, on voit que effectivement l'ensemble est beaucoup plus lissé et cette image va pouvoir être recontrastée ultérieurement. Donc quel type de log choisir? Eh bien cela dépend en fonction du type d'image que l'on filme. Ici, vous voyez, on est en contre-jour, l'un des pires cas qui nécessite effectivement de reproduire sans les écrêter les valeurs correspondant aux hautes lumières tout en conservant du détail dans les basses lumières. Peut-être qu'on aura besoin d'une courbe moins douce lorsqu'on sera dans une scène à faible dynamique comme ici où on n'a pas de fenêtre ou de zone très éclairée dans l'image. Si on regarde maintenant l'allure de cette courbe S-log3 dans la représentation en diaph, on voit effectivement que cette courbe, elle est très très différente et que le gris qui était normalement exposé à 18% en linéaire, eh bien maintenant il doit être exposé à 41% lorsque l'on est en S-log3. Donc c'est une information importante. Lorsqu'on est à la sensibilité nominale d'une caméra, eh bien, en S-log3, sur les caméras Sony, on doit exposer le gris à 18% à une valeur qui correspond à l'oscillo à 41% de IRE, soit 420 en valeurs numériques qui vont de 0 à 1023. Maintenant, si l'on souhaite apprécier la dynamique que l'on obtient, du coup, alors il est évident que lorsqu'on était en un traitement du contraste qui correspond à celui qui est proposé par la norme Rec 709, on avait une image qui semblait correcte, mais si on l'avait utilisée avec une image de fort contraste, comme celle-ci par exemple, on se rend compte que le Rec 709 est limité en termes de contraste lorsqu'on filme des scènes à forte dynamique. Comment le voit-on là-dessus? Eh bien, on le voit par l'écart que l'on trouve entre la zone haute de la partie linéaire de la courbe, ici et ici, et ce qui nous montre que effectivement à 100% j'arrive ici, ça me fait 3 diaphes au-dessus de la valeur moyenne, et en dessous ça va me faire aussi 1, 2, 3, 4 diaphes en dessous. Donc 7, 8 diaphes à tout casser de dynamique, c'est-à-dire de possibilité d'écart de contraste entre les zones les plus sombres et les plus claires. En S-log3 sur les caméras Sony permet effectivement de pouvoir encaisser une beaucoup plus forte dynamique, d'enregistrer des scènes à beaucoup plus forte dynamique. Et là, on voit que les limites sont plus 7 diaphes et moins 5 diaphes, donc peut-être 13 ou 14 diaphes. Donc c'est grâce à cette astuce, on va dire, d'avoir utilisé un traitement du signal qui modifie la reproduction des tonalités de contraste, eh bien qu'on va pouvoir profiter de la dynamique captée par les capteurs récents. Une autre chose très importante, c'est que se passe-t-il lorsque on pousse, entre guillemets, la sensibilité d'une caméra? Alors on disait qu'on poussait une pellicule, on prenait une pellicule à 400 ASA, on l'exposait à 800, ou une 50 ASA, on l'exposait à 120, qu'importe. Alors on peut faire la même chose, bien évidemment, en vidéo, en jouant sur la sensibilité de la caméra. Jouer sur la sensibilité, ça va nous aider principalement pour réduire le bruit lorsqu'on a une scène à faible contraste.
Typiquement, je suis dans une selle d'intérieur, la dynamique est faible, remettons-nous sur une image telle que celle-ci. J'ai peu de dynamique et j'ai envie d'avoir pas mal de choses dans les basses lumières et d'éviter d'avoir trop de bruit. Alors il est recommandé dans ces cas-là de descendre la sensibilité de la caméra. Alors on descend la sensibilité de la caméra et vous voyez quand je descends la sensibilité de la caméra, à chaque fois que je descends, je divise par 2 la sensibilité de la caméra, ça correspond à fermer d'un diaph. Donc je ferme d'un diaph, je ferme de 2 diaphes, je ferme de 3 diaphes. Et donc lorsqu'on va, alors que la caméra est donnée pour 2000 ISO de sensibilité nominale, si j'expose à 1000 ISO, eh bien l'image est un diaph moins éclairée. Et en éclairant de moins d'un diaph, on déplace la courbe. Et de ce fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir maintenant rouvrir manuellement mon diaph et du coup déplacer la courbe, remonter la courbe de manière à faire en sorte que, une fois que mon image aura été légèrement surexposée d'un diaph, en atténuant le niveau global de l'image, je vais réduire le bruit, notamment bien sûr dans ces zones-là. C'est le gros intérêt de choisir d'utiliser la caméra à une sensibilité 2 fois moindre ou 4 fois moindre, 1000 ISO ou 500 ISO, de compenser lors du tournage en surexposant d'un diaph ou de 2 diaphes, et en post-production de réduire cette légère surexposition d'un diaph ou de 2 diaphes afin de réduire le niveau de bruit dans les basses lumières. Mais la contrepartie de cela, c'est qu'on va limiter la dynamique dans les hautes lumières, puisque dans les hautes lumières, on va très vite saturer. Alors, c'est possible sur des images à faible contraste, mais ça sera certainement beaucoup plus difficile et inenvisageable avec des images avec un haut contraste. Maintenant que nous avons compris pourquoi il est recommandé de travailler en S-Log 3 pour conserver un maximum de dynamique et une répartition des contrastes qui soit respectueuse de ce que le capteur a pu emmagasiner afin d'étalonner dans le confort, il y a un deuxième paramètre, vous le savez, très important, c'est le gamut, c'est-à-dire qu'une caméra a une certaine manière de reproduire le contraste, une caméra a une certaine manière de reproduire la couleur, de coder la couleur. Alors, il fut un temps, à l'époque de l'HD, où on a défini donc un espace de couleur qui était celui que pouvaient représenter les écrans des téléspectateurs. Ce gamut, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le gamma représentant la manière de traiter le contraste alors que le gamut est l'ensemble restreint de couleurs que peut reproduire un système ou que peut afficher un écran par exemple. Donc le gamut d'une caméra de broadcast en HD, eh bien vous le savez, c'est le Rec 709. C'est le gamut tel qu'il est défini dans la norme Rec 709. Par rapport à ce que voit l'œil humain, eh bien le gamut, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs que peut à la fois reproduire une caméra broadcast de télévision et afficher un téléviseur HD, est bien relativement restreint. Avec l'évolution de la technologie des capteurs et de la technologie des écrans, on arrive aujourd'hui à pouvoir, du moins avec les caméras, reproduire, capter des couleurs beaucoup plus larges. Donc chez Sony notamment, on a plusieurs gamut disponibles. Chez Sony, il y a le premier gamut, S-gamut, vous voyez qui est beaucoup plus grand, même très grand, tellement grand qu'il en dépasserait ce qu'on appelle le spectre visible de l'œil. Il y a un autre gamut, c'est le S-gamut 3, qui est finalement très très proche. Et il y a un troisième gamut qui est celui qui va nous intéresser, c'est le gamut 3 signé. Pourquoi nous intéresse-t-il? Parce que vous voyez qu'il est homothétique à beaucoup plus homothétique, c'est-à-dire proche dans son allure du Rec 709 et du coup il va être plus facile d'étalonner et de rester compatible avec des écrans en Rec 709. Alors le problème quand on tourne en S-Log 3 pour le contraste et S-Gamut 3.ciné pour le gamut, c'est que si on regarde sur un écran classique qui lui est calibré pour des normes de contraste et de couleur Rec 709, eh bien, on va avoir une image comme vous l'avez vu ici, c'est-à-dire une image à la fois désaturée et à la fois avec un contraste déplaisant.
Donc il peut être intéressant sur le plateau ou en post-production de transformer cette image d'une manière aisée afin de lui redonner une allure, juste une allure, pour l'appréciation de l'image, plus plaisante. C'est là qu'interviennent les luttes. Une lutte, c'est un fichier qui permet de forcer les paramètres d'une image à prendre des valeurs que l'on aura prédéfinies. On a donc un ensemble de valeurs en lumière, en contraste et en couleur qui correspondent à ce que la caméra a tourné en S-Log3, S-Gamut3 Ciné. Cette image, je voudrais la rendre un peu plus plaisante, ne serait-ce que sur le plateau par exemple, ou ne serait-ce que parce que dans mon viseur, lorsque je tourne, j'ai envie d'avoir une image plus plaisante et du coup d'exposer comme j'ai l'habitude de le faire traditionnellement en posant justement mon gris neutre à une valeur que je connais depuis longtemps. C'est là que les luttes interviennent et nous allons vouloir transformer et le gamma et le gamut en d'autres valeurs, celles qui correspondent au Rec 709. Donc on va choisir en entrée le gamma et le gamut du signal que nous voulons transformer pour le forcer à aller vers une valeur plus satisfaisante à l'œil. Donc en entrée, S-Log3, S-Gamut3.Ciné, et je veux forcer tous les pixels à retourner vers un gamma tel qu'il est décrit dans la norme Rec 709 et un gamut tel qu'il est décrit dans la norme Rec 709. Voici mon signal d'origine, la courbe d'origine, et je veux forcer toutes les valeurs à aller vers cette valeur-là. Alors certes, je vais retomber dans les défauts que nous avons cités précédemment, à savoir les hautes lumières vont certainement brûler, le gamut va être restreint, mais au moins, ça sera sur le plateau peut-être plus satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe. Une fois qu'on a choisi gamma et gamut d'entrée, de source, gamma et gamut de sortie, de destination, il est tout à fait possible de fabriquer une lutte. Alors bien évidemment, ce n'est pas une lutte 1D que je vais choisir, mais bien évidemment une lutte 3D pour pouvoir modifier l'espace colorimétrique en plus du contraste. Je vais choisir un type de lutte de type point cube, car les luttes point cube sont celles qui sont partagées avec un maximum de logiciels, notamment avec DaVinci Resolve. Je vais lui donner un nom, ou alors le nom va être créé automatiquement en fonction de la source, S-Log3, S-Gamut3 Ciné, vers Rec 709 pour le contraste et Rec 709 pour le gamut. Il suffira que je génère la lutte, et on voit que la lutte, maintenant que je vais ouvrir, est tout simplement un tableau qui va être constitué de milliers de valeurs. Chacune de ces valeurs en rouge, en vert, en bleu est associée aux valeurs rouge, vert, bleu que la caméra nous aura fournies. On va donc forcer les valeurs d'origine à prendre ces valeurs-là. Et du coup, on obtiendra le rendu, entre guillemets, Rec 709 et en contraste et en gamut. Alors bien évidemment, en ce qui concerne l'étalonnage, il est hors de question de ramener une image si riche, c'est-à-dire en S-Log3 et S-Gamut3 Ciné, on a vu l'amplitude de la dynamique et du gamut que l'on dispose. À l'étalonnage, bien évidemment, on ne va pas appliquer ce type de lutte, car on perdrait tous les avantages d'avoir enregistré en S-Log3, S-Gamut3.Ciné.